Alors, Bernard de Castéra, bonjour. Merci Bonjour. de répondre à Nouvel Arbitre à propos de votre livre « La révolte est-elle juste ?» Donc, en premier lieu, je vais vous demander de nous résumer un peu le cheminement intellectuel qui vous a conduit à écrire ce livre et les conséquences qui en résultent et l'aboutissement en fait de votre œuvre. Alors ce livre qui s'intitule « La révolte est-elle juste ?» est un livre vraiment sur la révolte et qui a été motivé par l'observation que nous faisons tous d'un pays dans lequel la révolte est continuelle, pas seulement dans la rue, mais également dans les écrits, dans l'art, dans toute la vie culturelle et qui est vraiment notre mode de pensée, au tel point que Julia Kristeva dit que la culture française, c'est une culture de révolte. Et elle s'inquiète de la disparition de cette culture, cette révolte, et donc de la culture française. Ce qui caractériserait la culture française dans sa spécificité, dans le concert des différentes cultures nationales, c'est cette révolte. Et c'est ce qui m'a conduit à vouloir en savoir plus. D'accord. Alors, votre livre justement a été écrit, a été publié en 2009. Donc, contrairement entre guillemets à ce qu'on pourrait croire, il ne se base pas sur l'actualité brûlante de 2013, mais sur des faits précis. Il ne se base pas sur l'actualité brûlante de 2013, puisqu'il a été écrit en 2009, et il ne se base pas non plus sur l'actualité brûlante de 2009. C'est un livre qui va chercher plutôt les sources, qui va chercher les causes profondes de l'actualité. Pourquoi est-ce que la révolte s'exprime un peu partout ? Alors, la révolte des banlieues est liée à des causes précises et politiques circonstanciées, mais l'esprit de révolte qui s'exprime plus profondément dans notre politique et en général dans notre culture, d'où vient-il ? Alors, pour le découvrir, il faut faire autre chose que regarder la télévision, parce que dans la télévision, on a l'actualité. Il faut commencer à rechercher dans les livres. Par exemple, si vous regardez un certain nombre de nos auteurs du début du XXe siècle sont déjà des auteurs qui sont pénétrés d'un certain esprit de révolte. Et pourtant, ce n'est pas le début de la révolte. La révolte semble remonter plus loin. Et alors, elle pourrait remonter au XIXe siècle. En tout cas, politiquement parlant, si on veut une première étape, on peut penser qu'au XIXe siècle, les Français avaient une quantité de raisons de se révolter. D'abord, à cause de l'échec retentissant de la Révolution française, échec politique, puisque à la suite de la Révolution française, au lieu d'avoir un régime démocratique, nous avons dû subir une terreur, la terreur de Robespierre, et puis après nous sommes revenus donc à l'Empire, nous sommes arrivés à l'Empire de Napoléon, et après l'échec de Napoléon, c'était la restauration de la monarchie, si bien que à toutes les étapes du XIXe siècle, on va rencontrer des gens qui sont dans un état qui justifie la révolte. D'abord, les révolutionnaires démocrates vont être déçus par Robespierre, puis, au bout d'un certain temps, par Napoléon, puis, inévitablement, ils ne seront pas contents de la restauration de la monarchie. Mais les monarchistes ont été déçus, bien sûr, par les débuts de la Révolution, Robespierre, par Napoléon, et puis ils ne seront pas tellement satisfaits non plus de la restauration, puisque celle-ci ne va pas durer longtemps. Et parmi les monarchistes, il y aura encore plusieurs tendances, si bien qu'à la fin du XIXe siècle, on arrive au rétablissement de la République. Et les républicains eux-mêmes se sentent trompés par Napoléon III, qui rétablit l'Empire. Finalement, à aucun moment, on peut dire que l'ensemble de la population française était satisfait. Vous avez toujours des raisons pour qu'un très grand nombre de Français se sentent frustrés dans leurs aspirations politiques. Et on est arrivé en démocratie, non pas par la suite d'une révolution,
mais un peu sans s'en rendre compte, petit à petit, par la force des faits, on s'est retrouvé en démocratie sans l'avoir vraiment organisé et voulu. Donc, le climat pour une conscience de révolte, pour une culture de révolte, était politiquement présent. Alors, j'ai fait une recherche plus approfondie sur le plan philosophique et qui nous a permis de nous rendre compte que la révolte était déjà latente, philosophiquement parlant, et elle avait des racines plus profondes. D'accord. Alors, comment vous définiriez justement la révolte, qui est le thème principal de votre livre? Alors, donc, il y a plusieurs niveaux de révolte. La révolte, c'est une réaction forte et profonde en face d'un mal qui est présent et vis-à-vis duquel on se sent impuissant. Et quand on est impuissant à gérer un mal, à le contourner, à le combattre, eh bien, il y a une révolte. Et révolte, c'est un terme qui est fort. C'est quelque chose qui va plus loin qu'un simple conflit. Le conflit est une chose normale et habituelle à partir du moment où on se trouve en présence d'un mal, mais quand on peut encore le gérer, on parle de conflit. La révolte est quelque chose de plus profond, qui suppose qu'on soit profondément scandalisé. Celui qui nous apprend le mieux à comprendre l'esprit de révolte, c'est sans doute Albert Camus, dans L'Homme révolté. Et quand il dit qu'il n'y a pas de révolte, s'il n'y a pas une raison d'être scandalisé. Donc toute révolte est le signe de véritables valeurs. Toute révolte est le signe qu'on a des valeurs profondes et qu'au nom de ces valeurs, on réagit. Alors, si on se révolte en raison d'injustice, c'est parce qu'on a un sens de la justice qui est très fort. Et le jour où plus personne n'a de valeur, plus personne ne se révolte de rien. Et c'est peut-être en ce sens qu'il faut comprendre l'inquiétude de Julia Kristeva, psychanalyste contemporaine, athée, mais qui se dit, mais pourquoi est-ce que les hommes ne se révoltent plus de rien? Peut-être qu'ils n'ont plus de valeur, mais je ne sais pas si elle est allée jusqu'à faire cette réflexion sur les valeurs. Cette réflexion sur les valeurs est plus profonde, plus philosophique, et elle est présente chez Albert Camus. Albert Camus fait remarquer que la profondeur de la révolte et la violence de la révolte est le signe, toujours, le signe de valeurs métaphysiques. Est-ce que vous qualifieriez justement les faits de 2013 donc, qui ont débuté fin 2012 vis-à-vis du projet de loi comme une révolte ou plutôt une prise de conscience de la part d'une majeure partie, je dirais, de la population française? C'est une prise de conscience qui provoque une révolte. Je pense que nous sommes en face d'une révolte profonde et durable et qui n'est pas simplement superficielle et liée à la frustration immédiate par le déni du gouvernement à l'égard d'une opinion, à l'égard d'un débat qui n'a pas eu lieu, frustration à l'égard d'une absence de démocratie. C'est quelque chose qui est beaucoup plus profond. Il s'agit vraiment d'une réaction de révolte, c'est-à-dire de scandale en profondeur de l'intelligence par rapport à des théories qui vont chercher loin dans l'être humain, parce que ces théories contredisent en profondeur la racine même des certitudes de l'être humain. Particulièrement donc dans ce trouble jeté sur l'identité de l'être personnel. Et donc on est vraiment là aux racines de la révolte. On peut dire que c'est la recherche que j'ai faite dont je parle dans mon livre et qui concerne entre autres Jean-Paul Sartre, non pas Jean-Paul Sartre mais le marquis de Sade, elle est particulièrement intéressante aujourd'hui. Parce que le marquis de Sade, au XVIIe siècle, bien avant le XVIIIe siècle donc, a été déjà très profondément impliqué dans une révolte
générale et métaphysique contre le Créateur et contre la créature et contre la nature. Il dit, je ne peux pas me révolter contre le Créateur. Concrètement, je ne peux pas détruire la création, parce qu'elle est beaucoup trop grande. Mais je dois me révolter contre le Créateur, et donc je vais essayer de détruire ce qui est à ma portée. Ce qui est à ma portée, c'est l'être humain. Et dans l'être humain, ce qui est à ma portée, c'est l'espérance de la vie. Donc il faut détruire l'espérance de la vie, et donc convaincre les femmes d'avorter, pour détruire l'espérance de la vie. Et on a déjà une première théorie de l'avortement par révolte. Pas un avortement par confort, mais par révolte. Un avortement de guerre, quoi. De guerre contre qui? Contre le Créateur. Et donc je fais le parallèle avec les théories contemporaines, qui sont des théories dans lesquelles l'homme voudrait prendre possession de sa vie et prendre possession de tout ce qui est en rapport avec la vie. Et pas toujours consciemment dans une révolte contre le Créateur, mais dans certains cas, oui. Ouais. Donc d'une certaine manière, le Marquis de Sade, entre guillemets, pourrait être à l'origine pourrait être le premier philosophe à instaurer une sorte de culture de mort. Oui, en fait. Alors on ne peut pas dire non plus que ce soit strictement un maître à penser, au sens où on ne peut pas établir une généalogie qui commencerait par le Marquis de Sade et qui arriverait aux événements contemporains. En revanche, il est un des premiers à en avoir parlé. Sa voix a été donc s'est éteinte parce qu'il a été condamné, ses livres condamnés, personne ne les a lus, mais ils ont été retrouvés et récupérés au début du XXe siècle par Guillaume Apollinaire, Jean Cocteau et un certain nombre d'autres qui ont voulu exprimer leur homosexualité. Je ne dis pas que toute l'homosexualité est explicable par là, mais c'est un des aspects de la révolte. En tout cas, ils ont pris cette théorie-là parce que ça correspondait à quelque chose qu'ils vivaient. Et là, c'est un aspect qui est quand même intéressant. Philosophiquement, on ne peut pas dire que ça n'existe pas. Et donc, c'est un des aspects de la révolte contemporaine. Et curieusement, la révolte contemporaine n'est pas quelque chose qui est vraiment organisé. On peut dire qu'il y a plusieurs feux de révolte qui ont été allumés en différents endroits. Il y a celui-là, puis il y a d'autres feux qui ont été allumés d'un point de vue plus politique par Marx et en général les marxistes, et puis par Freud, etc., enfin dans différents endroits. Alors, dans une partie de votre livre, vous définissez la révolte, entre autres, comme un soulèvement contre l'autorité établie. Donc, déjà, est-ce que vous pensez qu'il y a une certaine légitimité à se soulever contre l'ordre établi? Et alors, dès lors, comment on peut concilier l'ordre et la nécessité du soulèvement? Alors, historiquement parlant, c'est la révolte la plus profonde, c'est la révolte anarchique, donc, qui prétendait donc supprimer tout ordre établi, tout ordre politique. Et elle a eu donc, elle a fait long feu, hein, donc c'est-à-dire, elle a eu ses heures de gloire au XIXe siècle. Et puis le mouvement s'est arrêté. En revanche, d'un point de vue plus profond, si l'aspect politique anarchiste, violent, a été pratiquement arrêté, il y a un autre aspect, c'est que la révolte est passée dans la culture. Elle s'est exprimée sous forme d'œuvres d'art. Tout l'art du XXe siècle, une grande partie de l'art du XXe siècle est l'expression de cette révolte métaphysique. Elle est passée aussi dans les œuvres littéraires. Elle est passée également dans la philosophie, mais de manière plus cachée, moins facile à percevoir. Et en revanche, au point de vue politique, pendant tout le XXe siècle, le principe finalement, la révolte devait s'exprimer principalement par le marxisme. Et puis le marxisme a connu donc cet échec énorme après 3 générations en URSS, un échec considérable. Mais ceci dit, il n'a pas disparu. Et aux États-Unis, où le marxisme était interdit,
s'est développé le féminisme, et donc à la lutte des classes a été substituée la lutte des sexes, avec une nouvelle théorie. Mais finalement, c'est toujours le même principe de la lutte qui est en cause. Et donc on est toujours dans le système de la révolte. Alors, ces révoltes ont toujours la même origine, finalement une origine métaphysique, plus ou moins explicitée, mais elles s'expriment différemment. Et aujourd'hui, la révolte est moins politique elle s'exprime moins dans la sphère publique que dans la sphère privée, c'est-à-dire dans les relations hommes-femmes. Et finalement, de manière géniale, on peut dire avec Judith Butler, est allée montrer quelque chose de beaucoup plus profond, c'est la révolte de l'homme, de l'être humain, je veux dire, l'être humain contre lui-même, c'est-à-dire l'être humain contre son propre corps, avec la haine de son propre corps. Et donc, là, ce n'est plus entre l'homme et la femme, c'est l'homme contre lui-même. L'homme se révolte contre lui-même, contre la nature qui est en lui, si on veut dire. Alors, bien sûr, on ne peut pas aborder le sujet de la révolte sans évoquer la notion de désobéissance civile. Donc, quel lien on peut établir justement entre ces deux Alors là, nous sommes dans un tout autre registre, puisque finalement la désobéissance civile est un principe de révolte pratique qui a été posé par d'autres personnes que les anarchistes et autres, puisque par principe les anarchistes ou les marxistes ne sont pas dans la désobéissance civile, ils sont dans la révolution, la destruction totale. Alors que ceux qui ont prôné la désobéissance civile ne sont pas des partisans de la destruction de la société. Ils sont partisans de la construction de la société. Mais ils sont dans des circonstances où, étant soumis à des dictatures ou à des totalitarismes, ils ne peuvent pas s'exprimer. Donc, ils ont imaginé d'autres moyens d'expression. Et quand je dis « ils », c'est essentiellement Gandhi à l'école de Tolstoï, etc. Donc, Gandhi a vraiment approfondi les méthodes de désobéissance civile. Et ce qu'il propose est très intéressant parce que chez Gandhi, fondamentalement, il s'agit de construire la société. Il croit dans la société, il croit dans la réalité de la communauté humaine, et il pense que c'est possible de construire quelque chose. Et il pense que si on veut construire, il faut que les moyens soient en adéquation avec les fins que l'on se donne. Donc son idée de la désobéissance civile, c'est un moyen positif de lutter contre un pouvoir qui est excessif. Et Gandhi procédait toujours avec un très grand respect des personnes et des lois. Cependant, il fallait quand même qu'il puisse agir. Et pour agir, il était obligé, à certains moments, de poser des actes contraires aux lois. Mais ce n'était pas dans l'idée de refuser complètement toutes les lois, mais de refuser une loi symbolique pour exprimer son opinion et faire changer la conscience chez l'adversaire. Donc il a choisi la loi du sel, donc tout le commerce du sel, et il a fait la grande marche du sel, et il s'est pris uniquement à cette question-là, mais il n'était pas opposé à l'ordre social en lui-même. Donc il ne s'est pas attaqué à l'ordre social en lui-même, mais il s'est attaqué à l'excès pratiqué par les Anglais. Donc il a choisi ce point-là. Si bien que dans la désobéissance civile, c'est bien une désobéissance, c'est bien quelque chose qui est marqué par un refus de certaines lois, mais pas un refus de l'ordre social en lui-même. Alors vis-à-vis de l'actualité, donc vous qualifieriez plutôt les mouvements qui se sont montés plutôt comme des mouvements de désobéissance civile ou des mouvements de révolte, parce que petit à petit on assiste à l'augmentation en fait du mécontentement, c'est-à-dire qu'il passe d'abord par le refus du mariage gay, et ensuite qui s'étend petit à petit à l'union civile, et en fin de compte il y a un mécontentement qui se généralise au niveau de la politique du gouvernement de Jean-Marc Ayrault et du président Hollande. Donc est-ce que vous qualifieriez ça plutôt
Alors quand on observe donc ce qui s'est passé dans toute cette année, on se rend compte que ces mouvements se cherchent. Ils se cherchent, ils n'ont pas une doctrine d'action. Ils ont des principes moraux qui sont clairs, mais ils n'ont pas une doctrine d'action encore précise et délimitée. Manifestement, ils se cherchent. Et donc c'est le moment d'ailleurs de les aider à trouver comment s'exprimer. Certains, en tout petit nombre, pensent à une action violente, mais finalement ils sont assez marginalisés. Et dans l'ensemble, on a affaire plutôt à une population qui est respectueuse de l'ordre social, respectueuse de la démocratie, qui apprécie le principe démocratique, et qui ne pense pas que la démocratie se passe dans la rue, et qui est d'ailleurs gênée finalement à cause de ce respect, et qui cherche comment s'exprimer tout en gardant le respect, et le respect des personnes entre autres. Et je pense que c'est là où nous, philosophes, nous avons vraiment une part énorme de participation à leur apporter pour que dans le respect absolu des personnes, et concrètement de chacune des personnes qui sont au gouvernement, et de chacune des personnes que nous rencontrons et qui sont donc dans la société, et particulièrement chacune des personnes qui sont objectivement des adversaires politiques, et bien dans ce respect, comment nous exprimer. Et ce que je trouve très intéressant en approfondissant la non-violence, c'est qu'on voit que la non-violence, c'est le contraire de la violence. Alors, qu'est-ce que c'est que la violence? La violence, c'est l'absolue impossibilité du dialogue. Et la meilleure manière de s'opposer à la violence, c'est de favoriser toutes les conditions du dialogue. Comme disait un philosophe, rechercher les zones de dialogue. Rechercher les zones de dialogue. Comment trouver le dialogue? Et l'adversaire va toujours chercher à briser le dialogue. Et la ruse pour reconstruire vraiment une société, c'est de renouer le dialogue. Donc tous les moyens pour renouer le dialogue, et donc dans le respect de l'autre, sont des moyens qui sont positifs. Mais ce sont des moyens qui ne sont pas violents. Alors, la violence, qu'est-ce que c'est? On peut en parler. La violence, elle est en nous. Et elle est en chacun de nous. Elle n'est pas seulement chez l'adversaire, elle n'est pas seulement dans la situation dans laquelle nous vivons. Elle est en chacun de nous. Et qu'est-ce qui cause la violence? Eh bien, c'est la question que nous devons nous poser. Quelles sont les causes qui font que nous ressentons une violence en nous, nous avons envie de l'exprimer, et d'où ça vient? Alors, je pense qu'il y en a plusieurs. Il y a des situations d'injustice, des situations donc objectives d'injustice qui peuvent être analysées et qui causent en nous des réactions de violence, et donc qui sont le déni de démocratie, des choses de genre. Bon. Et puis, il y a aussi des situations plus profondes, et donc, quelles sont-elles, ces situations plus profondes, qui vont générer en nous, qui vont chercher en nous vraiment la racine de la violence? Il ne faut pas hésiter à faire un travail sur nous-mêmes pour chercher quelle est la racine de la violence en nous-mêmes. Et la racine de la violence, elle ne vient pas uniquement des conditions extérieures liées à une politique ou une autre. Elle vient aussi de ce que nous sommes. Alors, il est vrai que certaines théories actuelles vont chercher la racine de la violence. Pourquoi? Parce que ce sont des théories qui portent sur la sexualité. Et alors, comme elles portent sur la sexualité, et sur la sexualité primaire, là l'explication, on va la trouver vraiment dans la psychologie, la sexualité primaire. C'est-à-dire qu'au début de notre vie psychique, notre psychisme s'est établi dans une identité sexuelle qui s'est peu à peu organisée, et donc ça se rapporte à notre petite enfance. Dans notre petite enfance, notre psychisme a été petit à petit consolidé dans l'organisation et l'établissement d'une identité sexuelle fondamentale. Et nous avons appris à gérer nos pulsions primaires.
Si cet apprentissage s'est bien fait, nous vivons dans la sérénité. Mais rien n'est parfait et absolu dans l'être humain, si bien que nous sentons que chacun de nous est un peu plus ou moins fragile dans cet équilibre que nous avons réussi à constituer et qui est notre équilibre psychique relatif aux pulsions primaires de la sexualité. Et donc, ces théories concernant donc notre identité sexuelle sont des théories qui viennent toucher un point de notre psychisme où inconsciemment nous sentons nos fragilités. Et donc, la réaction, il y a une réaction de protection qui consiste en la violence. Le rejet systématique, négatif et violent de la question, et le rejet de tous ceux qui nous posent ces questions. Donc le rejet violent, par exemple, des personnes qui se présentent comme homosexuels ou LGTB. Et donc si on fait ce travail sur nous-mêmes, on va se rendre compte que, en fait, nous sommes tous un peu fragiles dans notre identité. Donc il faut effectivement faire un travail réel, profond, sérieux, qui nous permette de nous reconnaître fragiles et en même temps reconnaître le bien fondé de notre identité, si notre identité a réussi à se constituer. Et reconnaître, accepter que d'autres n'ont pas réussi peut-être à trouver encore leur identité et sont... Donc, reconnaître nos fragilités. Si on reconnaît nos fragilités, certainement on sera moins violent, on ressentira moins la violence en nous-mêmes, on sera moins violent à l'égard des autres, on commencera à pouvoir dialoguer sur des points hypersensibles. Et là, il y a véritablement un enjeu. Et je pense que dans les débats actuels, on n'est pas toujours conscient de cet enjeu, c'est-à-dire qu'on touche à des points extrêmement délicats. Et donc, ça peut engendrer une violence privée, donc, c'est-à-dire entre personnes privées dans des expressions de violence, des violences évidemment à l'égard des homosexuels, des violences simplement dans les débats, et ça peut engendrer bien sûr une violence politique grave. Et si on a un ensemble de populations qui ne maîtrisent plus, qui ne gèrent plus ces pulsions primaires, parce qu'on leur dit qu'il ne faut pas les gérer, ben évidemment, on va rentrer dans un monde d'hyperviolence. Alors, justement, une toute petite dernière question qui d'ordre plus général. Quel livre ou quel auteur conseillerez-vous particulièrement aux jeunes pour apprendre à se former, à se connaître et justement pouvoir plus tard engager des dialogues sur des points assez sensibles? Il y a plusieurs livres que je conseille, je pense que d'auteurs très différents. Je pense que le livre de Sylviane Agacinski sur la femme la femme est donc ça s'intitule quelque chose comme la femme et son corps. Le dernier livre qu'elle a écrit est un livre extrêmement éclairant, assez simple, mais assez simple pour des étudiants niveau de faculté. Vous avez aussi des livres qui permettent de faire un travail sur soi-même et de comprendre ce qui se passe en nous, et donc quel est quel est donc ce trajet qui a été fait dans notre sexualité psychique, qui sont les livres de Anna Trella, et qui sont vraiment remarquables. Vous avez aussi un livre remarquable de Arigno et sur l'homosexualité. Il est rapide, simple, et il va directement... Alors je termine par le livre le plus simple et le plus facile à lire, et que je recommande à tout le monde. Merci beaucoup Bernard de Castera d'avoir répondu à Nouvel Arbitre.